Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, il y avait le Q&A, all questions. Donc, il y en a eu quelques-unes. Ah, ok, donc c'est les personnes qui disaient qu'ils entendaient. Alors, en quoi consistent les tests exploratoires? Euh, donc, les tests exploratoires, c'est des tests où on fait l'exécution et la conception en même temps. Cela dépend intégralement de l'expérience du testeur qui va le faire de sa connaissance. On a une charte de test exploratoire dans laquelle on va définir un but, ce qu'on va essayer de vérifier, qui peuvent être une fonctionnalité, un risque, etc., un temps et une personne. Et la personne va exécuter ces tests manuellement. Et au fur et à mesure qu'il fait ses recherches, il va noter quels sont les tests qu'il a fait, quelles sont les actions qu'il a faites, etc., et les bugs qu'il a trouvés. Mais évidemment, en fonction de ce qu'il va trouver, il va réorienter ses recherches. Donc, ça fait gagner énormément de temps, dans le sens où on saute la phase d'écriture, la phase de conception se fait en direct en fonction d'un contexte, et on a quand même beaucoup de retours parce que on arrive à faire 10, 15, 20 tests là où on aurait pu en faire qu'un. Voilà. Autre point très important, c'est que vu que ça dépend du testeur qui va les faire, on est beaucoup moins sujet au paradoxe des pesticides. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais voir dans le chat. Alors, oui, les tests non fonctionnels, c'est ce qu'on a vu tout, tout à l'heure rapidement avec l'ISO 25010. L'ISO 25010 décrit 8 critères pour évaluer la qualité. Voilà, qui sont ces 8 ici présents. Donc, tout ce qui est non fonctionnel, c'est les 7 critères qui ne sont pas qui ne sont pas les critères fonctionnels. Donc, on a la performance, dont on entend souvent parler, avec plus de 3 secondes pour afficher une page, les gens abandonnent. On a les tests de sécurité, avec tout ce qui est RGPD, la maintenabilité, etc. L'utilisabilité que j'aime beaucoup, notamment avec l'ergonomie et l'accessibilité. Voilà. Alors le paradoxe des pesticides. Le paradoxe des pesticides part du principe que plus on fait les mêmes tests, moins ils seront efficaces. Pour l'imager, j'aime beaucoup l'image des champignons. Si les champignons sont des bugs, quand on va dans les forêts, les gens passent tous sur les mêmes sentiers. On va jamais trouver de champignons à ces endroits des sentiers. Il faudra en fait s'écarter un peu de ces sentiers, aller là où les gens ne vont pas pour trouver des bugs, pour trouver des champignons. Et en fait, les tests, c'est un parcours dans l'application. Donc, à force de toujours passer au même endroit, ils vont créer ces sentiers et ils vont empêcher les champignons de repousser. Par contre, ça ne voudra pas dire qu'il n'y en a pas à côté. Voilà. Key testing. Je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est le key testing. Une autre question, quelle est la place des tests automatisés dans la recette? Mais en fait, ça va dépendre de la campagne que l'on fait, de son but. Moi, j'ai même un exemple où j'ai travaillé sur une clé virtuelle pour les voitures, où on a décidé de ne pas du tout faire de tests automatisés, parce que les tests automatisés, c'est rentable, entre guillemets, à moyen terme, et qu'on n'avait que 5 ou 6 mois pour livrer une version utilisable. Donc, un de nos choix a été de ne pas faire de tests automatisés. Généralement, pour tout ce qui est tests qui vont être exécutés plusieurs fois, l'automatisation doit être envisagée et fait partie de campagnes. Il y a des campagnes totalement automatisées. Voilà. La présentation sera partagée par Altran, sûrement par mail. Et si c'est pas par mail, je ne sais pas exactement comment, mais ça sera communiqué en tout cas. À quelle fréquence peut-on évoluer notre cahier de test pour éviter le paradoxe des pesticides? Ça va vraiment dépendre. Je pense que de toute façon, ça doit toujours être repensé, regardé. S'il y a des tests qui remontent au bout de 10-15 exécutions qui ne remontent jamais d'anomalie, il faut commencer à se poser la question. Est-ce que ce test est vraiment important parce que c'est un test vital? Donc en fait,
c'est un scénario qui est jamais cassé, mais qui ne doit jamais casser, ou est-ce que c'est quelque chose finalement qu'on va pouvoir faire différemment? Par exemple, si mon test, c'est je dois vérifier des vols internationaux. Bah, peut-être que si je fais Paris-New York, ça marche toujours. Bah, je vais peut-être changer le Paris-New York au bout de 10-15 exécutions parce qu'il marchait toujours pour prendre un Paris-Abidjan ou pour prendre un Paris-Shanghai. Voilà. Pour moi, un bon testeur, c'est quelqu'un avec le bon état d'esprit. C'est quelqu'un avec le bon état d'esprit qui va être curieux, qui va chercher des informations, qui va toujours chercher à améliorer les choses et qui va beaucoup communiquer. Voilà. Donc, merci Audrey pour ce retour. Je reprends ta question. Comment devenir un testeur plus complet? Euh, en étant curieux, en allant chercher et faire des recherches, en faisant des formations ou en lisant, en téléchargeant certains outils qui permettent de mieux comprendre leur fonctionnement. Pour l'automatisation, pour moi, il y a un très bon point d'entrée, c'est utiliser certains outils de keyword-driven testing qui permettent en fait euh, de comprendre l'automatisation et les problématiques sans devoir coder. Parce que l'automatisation, c'est du code. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est un outil qui s'appelle Agilitest. Voilà, qu'on peut télécharger et avoir 30 jours d'utilisation gratuite pour voir comment ça fonctionne. Et ce qui est bien, c'est que ça donne des idées aussi pour les tests manuels. On parle beaucoup de modularité, de factorisation pour les tests automatisés, mais en fait, c'est très bien de le faire aussi pour les tests manuels. Parce que quand on se retrouve à avoir une étape de test qui est commune à 20 ou 30 tests, c'est plus agréable de la changer une seule fois que de la changer en plusieurs. Comment évaluer Alors, autre question, comment évaluer la qualité de la version testée? Évaluer la qualité, c'est toujours quelque chose d'assez complexe. La première chose à faire déjà, c'est d'avoir un plan de test, de savoir qu'est-ce qu'on veut atteindre, comment on veut l'atteindre, quel est le périmètre et quels sont les objectifs. À partir de là, quand on a des objectifs, on va pouvoir les mesurer. Les tests vont permettre de le mesurer, d'autres indicateurs, etc. En fonction du contexte, on va avoir des critères qui vont être plus ou moins importants sur lesquels il faudra faire plus attention. Euh, Est-ce que j'ai des livres sur la recette à conseiller? À la fin de la présentation, il y a trois, il y a des liens vers euh, trois livres francophones, voilà, euh, qui sont bien. Il y a le test en mode agile de Christophe Moussier. Il y a celui que j'ai écrit, tout sur le test logiciel. Il y a celui du CFTL qui est très bien, mais qui n'est plus disponible malheureusement. Vous en trouverez certains articles dans la taverne. Euh, Christophe Moussier en a sorti un autre sur les tests agiles. Il y a aussi des tests des livres de Lisa Crispin qui m'ont été conseillés, mais que je n'ai pas forcément lu. Euh, de manière générale, je conseille toujours de lire des articles ou des livres dans notre langue maternelle quand c'est possible, euh, parce qu'il n'y a pas besoin de faire l'effort de traduction et de compréhension. C'est un peu pour ça aussi que j'avais commencé à écrire des articles, parce que je ne trouvais que des articles en anglais. Alors, je dis bien, il existait beaucoup d'articles en français, mais je ne les trouvais pas. Ils sont très bien. Et voilà. Bon, d'autres questions? Non, bah, si c'est pas le cas, quand est-ce qu'on décide d'arrêter les tests? Alors ça, il y a plusieurs façons de. Merci hein, pour retour, David. Alors, on arrête les tests, ça va dépendre de différents critères qui sont à définir. La plupart du temps, c'est est-ce qu'on va atteindre les critères de sortie? Donc, les critères de sortie, ça peut être un pourcentage de tests exécutés. Ça peut être des présences de bugs en fonction d'une anomalie qui vont être détectées. Ça peut être aussi, de toute façon, on est obligé de sortir pour demain, donc on arrête les tests maintenant. Voilà. Oui, on peut effectivement peut-on faire des tests explorateurs sur des environnements back-end pour challenger un peu l'architecture?
Oui, on peut faire des tests exploratoires sur des environnements back-end. Souvent, les environnements back-end, c'est on envoie un message, on voit ce qui nous répond. Mais on peut jouer beaucoup avec ce que peut contenir le message, avec des choses qui n'existent pas, des choses qui sont pas, des choses qui peuvent arriver, des choses qui ne devraient pas arriver, etc. Les formations, quelles sont les formations que je recommande? Bah, la première, c'est l'ISTQB Fondation, parce que ça permet d'avoir un vocabulaire commun. Ensuite, ça va dépendre des personnes. Moi, j'ai fait la test manager, j'ai fait la test agile fondation, parce que j'ai beaucoup travaillé en agile et que je suis très intéressé par ce qui est stratégie et processus de test. Si on veut faire plus d'automatisation, il y a les certifications ISTQB qui font de l'automatisation ou Technical Test Analyst. Et il y a aussi des formations dédiées à certains outils. Euh, alors, c'est quoi les connaissances à avoir pour faire de l'automatisation de tests? euh, Pour commencer l'automatisation, il n'y a pas de connaissances nécessaires. Ensuite, c'est beaucoup plus simple quand on a des connaissances en développement. Voilà. L'automaticien est à mi-chemin entre le développeur et le, et le testeur. Moi, j'ai fait beaucoup d'automatisation, mais je ne me considère pas comme automaticien parce que j'utilisais des frameworks et des choses qui avaient déjà été pensées par des automaticiens. Dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire, à part faire à peu près comme on fait un test. Hein. Une action, on regarde le résultat, etc. Donc soit en appelant des fonctions, et en faisant une vérification, soit en appelant des mots-clés, en faisant une vérification, etc. Dans ces cas-là, en fait, pour commencer, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Par contre, si on veut aller plus loin, si on veut être plus efficace, si on veut améliorer ces tests, si on veut améliorer l'architecture des tests, là, il faut vraiment avoir une vraie connaissance en développement. Alors, comment on peut faire des choix sur les tests? Il va falloir choisir comment on fait des conceptions de tests, etc. Les valeurs, la conception par rapport aux valeurs limites, c'est par rapport à c'est par rapport à des spécifications. Donc, on va avoir des spécifications, etc. Les passants, les non-passants, euh, ça va dépendre jusqu'où on veut aller. Alors, dans certains cas, il y a des normes qui nous forcent à faire certains types de tests. Donc, dans ce cas-là, ça va être assez simple. Sinon, ce que, si on est en agile, par exemple, ce qu'ils vont faire, c'est on va faire des tests qui sont les tests qu'on a envie, les tests qu'on aura envie de réexécuter. Donc, on va les écrire, on va les concevoir, etc. Ceux qu'on sait qu'on voudra réexécuter et potentiellement mettre dans la campagne de régression ou la campagne de tests sanitaires, tests vitaux. Euh, et le reste, le faire en test exploratoire. Et tout de suite, les valeurs limites, les passables, etc. Tiens, en fait, très vite, on va trouver quelles sont les faiblesses de l'application et on saura plus où chercher. Est-ce possible de trouver un emploi en tant que débutant testeur fonctionnel après avoir suivi une formation en ligne avec des cas pratiques? Alors, je dirais que oui, ça doit pas, c'est, à mon avis, rien n'est impossible là-dedans. Ensuite, juste avec une formation en ligne comme ça, si vous voulez ajouter quelque chose, je ne peux que vous conseiller de vous inscrire sur des plateformes de crowd testing où vous serez amené à faire des campagnes de test sur vos téléphones, etc. Et qui permettra de montrer que, voilà, vous êtes intéressé, vous connaissez et vous le faites. Et il y a de l'expérience. Voilà. Ensuite, des certifications, c'est toujours bien, suivre des formations, c'est bien. Faut trouver des entreprises qui aient envie de miser sur le test aussi. Voilà, quitte à prendre des personnes qui sont débutants et qui puissent les encadrer. Donc pour ça, il y a des ESN spécialisés dans le test et il y a aussi des sociétés plus généralistes qui ont une forte expertise dans le test comme Altran. D'autres questions? Comment trouver le bon outil qui convient à notre besoin? Existe-t-il des guides pour aider au choix? Déjà, comment trouver le bon outil qui convient à notre besoin? La première chose à faire, c'est de définir son besoin, savoir ce qu'on a. Ensuite, il y a des recherches à faire. Et des outils de test, il y en a énormément. Donc, des guides, il y aura des retours d'expérience sur des choses qui expliquent, mais souvent, ça va être de la recherche. Dans la taverne du testeur, il y a une petite série outils de test. On essaie de présenter différents outils rapidement. Mais la première chose à faire, c'est savoir quel est notre besoin. Il y a des sites pour faire des tests en ligne.
Oui, si vous allez dans la taverne du testeur, il y a une page spéciale lien utile où il y a des liens vers des tests en ligne. Quelle est l'importance des tests unitaires dans les campagnes de test? Eh ben, c'est des tests qui doivent être mis pour moi, dans la campagne de test plutôt. Et voilà, c'est une campagne qui est exécutée. Les tests unitaires sont des campagnes de tests exécutées par les développeurs. Donc, c'est primordial et de toute façon, c'est la base parce que ça permet de détecter certains problèmes beaucoup plus tôt et ça diminue le coût de correction. Bah, les développeurs trouvent ça gênant. Ça va dépendre aussi de leur maturité. Et c'est gênant si on n'arrive pas à leur faire comprendre pourquoi ils le font. Comment prioriser les tests? Euh, Prioriser les tests, il faut le faire en fonction des risques, principalement. Enfin, moi, j'aime bien le faire comme ça, hein. Donc, des risques, s'il est en échec, est-ce que c'est la catastrophe ou pas? Et est-ce qu'il a plus ou moins de chances d'être en échec? Voilà. Il y a tout ce qui est notion de valeur métier, de temps d'exécution, etc. Euh, Quelque chose qui est bien quand on veut prioriser les tests, c'est se dire, ben voilà, si je dois arrêter ma campagne à cet instant, est-ce que j'ai toute l'information qu'il me faut à ce moment-là? Est-ce que j'ai donné autant d'informations qu'il était possible dans le temps qui m'était imparti? Les logiciels à utiliser en tant que testeur, il n'y a aucun logiciel nécessaire. Par contre, il y a un type de logiciel que je considère très important et représentatif du testeur, c'est tous les ALM. Les ALM, on a TestLink qui est open source, c'est SquashTM. Il y a HPLM qui est très connu maintenant, qui est Octane. Et il y a d'autres qui sont entre deux, qui sont moins chers, qui sont Refertest et Xstudio, par exemple. Euh, j'ai publié un article dans Programmer, justement, sur les ALM qui devrait bientôt paraître dans la taverne. Voilà. Alors, X-Ray, c'est un ALM. C'est pas forcément l'ALM que je préfère, mais il a un gros avantage, c'est qu'il est intégré à Jira et que les développeurs adorent Jira. Donc, c'est plus facile de travailler sur X-Ray et de partager ses tests dans ce cas-là. Moi, d'un point de vue ergonomie et performance, je suis pas forcément fan d'X-Ray et de Jira, mais c'est vraiment un titre personnel. Toujours sur Jira, il y en a d'autres, hein. Il y a Zephyr, il y a aussi Test Management pour Jira, mais c'est X-Ray qui a le plus de succès. Je parle plutôt sur la gestion de projet qui est utilisée par la majorité des entreprises. Euh, euh, bah, je ne sais pas quoi répondre, Mohamed, je suis désolé. La gestion de projet, les entreprises, ça évolue beaucoup ce qu'ils utilisent pour leur gestion de projet. Alors, donc, qu'est-ce que je pense de Squash? Squash, je trouve que c'est un ALM correct. J'ai pas de gros reproches à lui faire, si ce n'est qu'il faut quand même faire attention parce qu'il y a une partie open source et gratuite, mais très vite, si on veut ajouter des fonctionnalités, il peut se retrouver plus cher que d'autres ALM qui vont proposer les mêmes fonctionnalités, voire plus, en plus beau et en plus ergonomique. Qtest, j'ai jamais testé, donc je peux pas dire. Euh, mais oui, il y en a beaucoup. Il y a Silk Test, il y a beaucoup d'ALM différents. Bon, je l'ai pas dit, mais merci à toutes les personnes qui m'ont remercié par le chat. Je suis contactable par LinkedIn si vous avez des questions. Assez facilement, j'essaie d'être réactif. Bon, sur ce, je vous souhaite un bon appétit, hein, et je vous dis, j'espère à bientôt.